Immédiat n'a pas de publicité. C'est pour cela que nous sommes libres. Mais Immédiat a un coût, de l'ordre de 2 000 € par émission. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Il suffit que chaque semaine, 100 d'entre vous donnent 20 €, ou que 20 d'entre vous donnent 100 €, et nous pourrons vivre. Pour maintenir l'intégrité d'Immédiat, nous comptons sur vous. Bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Aboubacar F, le délinquant tué par la police à Nantes, met le feu aux banlieues nantaises. Dans les médias, deux versions s'affrontent, celle des policiers, celle des témoins. Deux versions qui reçoivent le même traitement médiatique. Gay Pride, le lobby LGBT défile dans les rues de Paris. Difficile d'émettre une critique quand tous les médias célèbrent la fête et le combat homosexualiste. L'Assemblée nationale a finalement adopté la loi contre les fake news. Le média russe RT est directement visé alors que le CSA vient de le mettre en demeure. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Déjà 2 nuits de heurts et de violences dans les banlieues nantaises suite à la mort d'Aboubacar F. À 5 h du matin dans 3 quartiers sensibles de Nantes. Images tournées ce matin par les équipes de BFM TV sur place. Images des dégâts notamment dans ce centre commercial. Oui, une première remarque, quartier sensible, ça veut dire quartier banlieue de l'immigration. Voilà, on est déjà dans la novlangue dès le début. Dans les titres et dans la presse, Nantes, la police tue un jeune lors d'un contrôle routier, des violences urbaines éclatent. Là aussi, petit commentaire, la police, c'est pas un policier, c'est la police, le corps global. Tue, c'est au verbe actif. Donc ça sous-entend la volonté finalement. Un jeune, c'est un terme émotionnel. Lors d'un contrôle routier, c'est plutôt la réalité un contrôle de police. On ne l'a pas arrêté pour infraction au stationnement, le garçon. Hein. Voilà. Donc vous voyez, chaque mot est choisi pour donner un point de vue finalement favorable aux émeutiers. Le Parisien, Nantes, un jeune homme tué lors d'un contrôle de police. Des émeutes éclatent. On a sensiblement les mêmes mots que pour LCI. Toujours Le Parisien, Nantes, violence après la mort d'un jeune lors d'un contrôle de police. Contrôle de police, c'est déjà plus précis. Le Monde sur Twitter qui relaie un article. Un jeune homme de 22 ans est mort mardi 3 juillet au soir à Nantes après avoir été touché par une balle tirée par un policier. On apprend dans la journée du mercredi 4 juillet qu'en fait ce jeune homme s'appelle Aboubacar F, on n'a pas encore le nom, et qu'en fait c'était un délinquant multirécidiviste sous mandat d'arrêt. Dans les médias, deux versions vont s'affronter. Jeune tué à Nantes par un policier, deux versions s'affrontent, la version des témoins et la version des policiers. On va la retrouver à de nombreuses fois, notamment sur BFM TV. On lui demande de garer son véhicule, puis de suivre les CRS pour être ramené vers l'hôtel de police. Et à ce moment-là, le conducteur entreprend une marche arrière pour se soustraire au contrôle et percute un fonctionnaire CRS. Et à ce moment-là, un de ses collègues qui est en sécurisation du contrôle fait feu avec son arme individuelle. Et on va retrouver aussi la version des témoins, entre guillemets, la version des voisins aussi. Je tourne ma tête, je vois le policier sans sommation qui tire à bout portant sur le jeune conducteur. Il n'a percuté personne. Lors de la marche arrière, les policiers étaient tous à hauteur de capot. Il n'a percuté personne, il n'a percuté qu'une voiture qui est encore là-bas. Vous pouvez la voir. Alors moi personnellement je trouve ça relativement normal que des journalistes donnent la parole à des témoins et traitent avec égalité le témoignage non seulement de la police mais aussi le témoignage des voisins. Je dirais que c'est pas aux journalistes de prendre position, il peut se cacher, il y a une certaine impartialité dans le traitement médiatique du fait. Mercredi 4 juillet, l'AFP publie une dépêche. Les violences urbaines liées à la mort de jeunes depuis 10 ans. On a le droit à un long listing de violences urbaines, à chaque fois, toujours, comme le titre l'indique, liées à la mort de quelques personnes. Moi, ce qui m'a choqué dans cet article,
c'est qu'on n'avait pas les noms, alors qu'on les connaît à chaque fois. Ces jeunes hommes sont morts à chaque fois. 3 juillet 2018, des violences urbaines éclatent dans plusieurs quartiers de Nantes. 21 novembre 2017, le décès d'un jeune happé par un train entraîne plusieurs nuits d'incidents à Vienne, dans l'Isère. 6 mai 2017, la mort d'un jeune de 17 ans dans un accident de quad à Massy, etc., etc., etc. Alors on a les noms de ces jeunes, qui sont tous quand même issus de l'immigration. Et donc c'est peut-être pas tout à fait un hasard, c'est que tout ça se passe toujours dans les quartiers de l'immigration. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a la délinquance. Il ne faut pas chercher ailleurs. À Grenoble, c'est Karim Boudoua. À Fréjus, c'est Mohamed El Matari. À Romans, c'est Ilyes. À Firminy, c'est Mohamed Benmouna. À Vitry-le-François, c'est Mohamed. À Bagnolet, c'est Yakou Sanogo. À Persan, c'est Adama Traoré. On en a beaucoup entendu parler d'Adama Traoré. À Nantes, c'est Aboubacar. Donc, c'est la délinquance suédoise, comme dit avec humour un tweetos. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'AFP fait la liste, mais occulte les noms. Jean-Yves, passons au zapping d'immédiat. D'une guerre à l'autre, la détresse des civils, et en particulier des enfants, nous explose au visage. Ces images tournées en Syrie en 2015 font partie de celles qui bousculent nos consciences. Ces derniers jours, le monde entier s'est ému du sort d'Omran, 4 ans, blessé dans un bombardement à Alep. Son frère aîné a lui succombé à ses blessures. Le garçonnet est rapidement devenu le symbole des victimes du conflit syrien qui a fait plus de 290 000 morts depuis mars 2011. C'est un nouveau drame, des images difficiles à supporter qui nous arrivent pourtant de plus en plus régulièrement ces dernières années. Nous avons fait le choix de vous les montrer. Veillez à éloigner vos enfants de la télévision. Hier, à proximité des côtes libyennes, 3 bébés, 3 corps sans vie ont été recueillis. Près de 120 migrants étaient à bord d'un canot pneumatique lorsque le moteur a pris feu. C'est-à-dire que Nicole Belloubet a été confrontée à plusieurs crises depuis qu'elle est ministre de la Justice. À chaque fois, ça a été consternant. C'est-à-dire qu'elle est incapable de tenir un discours clair, un discours qui explique où sont les failles, comment elles vont être réglées. On ne lui en veut pas. Je rappelle qu'en dehors de son passé de grand bandit, notamment spécialiste des braquages, il était condamné pour l'assassinat d'une policière, donc une peine qui en plus avait été aggravée en appel par rapport à la première instance. Et j'entends parler du braqueur depuis hier, le braqueur multirécidiviste. Et honte à moi, je n'apprends que ce matin qu'en fait il a participé à une opération où une policière a été tuée. Alors je suis déjà un peu gênée qu'on l'appelle le braqueur. Pourquoi ? Parce que au moment où l'histoire commence, je pense que beaucoup de gens partagent ça, c'est du audiard si vous voulez, tant qu'on nous parle d'un braqueur et d'une bande de braqueurs. L'objectif de l'Europe, décourager les traversées de la Méditerranée, en soutenant le travail des gardes-côtes libyens notamment. Et surtout en refusant aux bateaux des ONG, accusés de faire le jeu des passeurs, l'accès à certains ports. Les ONG ont une position morale que je reconnais, qui disent ces gens-là ont le droit d'aller en Europe. Ils décident qu'il faut changer le droit, il faut donner une chance à ces gens, il faut les sauver. Donc avec cette approche morale, ils disent c'est immoral ce que font les gardes-côtes libyens. C'est immoral de laisser les réfugiés en Libye. Matteo Salvini, figure de l'extrême droite, a dit... Je n'accepte pas ce mot d'extrême droite. Leader Pour moi, Matteo Salvini n'est pas d'extrême droite. Donc arrêtons de plaquer d'une droite forte. Mais arrêtons ce délire, des journalistes français, pardonnez-moi, l'extrême droite. Et il y a le camp des gens qui veulent revenir à une forme de fascisme et puis de dictature. Et clairement, ces gens... Regardez les déclarations du ministre de l'Intérieur italien, regardez ce qui se passe en Pologne, en Hongrie. Et clairement, ce sont ces deux camps. Vous avez cette vision de deux blocs contre blocs ? Non, je ne peux pas être d'accord parce que quand on entend les mots fascisme... Déjà, ça s'est ressorti à toutes les sauces. Les communistes mettaient dans les goulags des gens en les traitant de fascistes. On appelle la fachosphère, des groupes néofascistes de plus en plus remuants. Quelques exemples. Égalité et réconciliation d'Alain Soral, le site F2 Souche, TV Liberté, ceux que le site Réflexe regroupe sous le nom Les Virtuels. Et puis il y a
La vie est relaxe, mais c'est vrai. Alors en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Je viens de calculer les databases, comme on dit. Ouais, exactement. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise. Les femmes polonaises ne sont pas seules. Tel est le message qu'un groupe de militants a scandé à Bruxelles pour protester contre un projet de loi interdisant l'avortement en Pologne en cas d'anomalie fétale irréversible. Le texte n'autorise l'interruption de la grossesse que dans 3 cas seulement, mise en danger de la vie de la mère, viol et malformation sévère du fœtus. C'est le ministère de la Transition écologique qui a cafeté et qui a dit que le gouvernement attendait pour l'année prochaine 230 millions d'euros de cette mesure comme rentrée supplémentaire dans les caisses de l'État. Sauf qu'il y a un problème. Revenons quelques secondes en arrière au moment où Emmanuel Macron entre avec ses ministres. On a sorti, regardez le double décimètre. C'est clair, il n'y a aucun doute, Emmanuel Macron est nettement plus petit que le porte-parole Benjamin Griveaux. On est tous d'accord. Tout le monde s'installe à la table, au bureau, et là, phénomène paranormal, Emmanuel Macron est soudainement plus grand. Les volcans d'Auvergne, un patrimoine de l'humanité. La chaîne des Puys est le 44e site français à entrer dans la prestigieuse liste de l'UNESCO. 80 volcans endormis et une faille profonde de 3000 mètres, âgée de 35 millions d'années. On a à nouveau une petite séquence sur les enfants icônes, victimes de la guerre. Encore une fois, il y a des enfants victimes dans toutes les guerres. Quand les Alliés sont venus libérer la France en 1944 et même avant, il y a eu 80 000 morts français sous les bombardements. Et il y a eu des milliers d'enfants. Bah oui, c'est la guerre, c'est terrible. C'est pas forcément pour ça que les Alliés avaient tort, mais la guerre, ça tue des enfants. Et là, le camp du bien nous montre toujours des enfants victimes d'un seul côté, alors que des enfants victimes, malheureusement, il y en a de 2 côtés. S'agissant du petit Omran, on sait en plus qu'il y a eu une manipulation des services de propagande islamistes, puisque ce petit garçon a été photographié pendant 40 minutes avant d'être soigné, mais l'image était en quelque sorte trop belle, couverte de poussière, couverte de contusions, de coups, et elle a été totalement exploitée. Les enfants sont des armes de la propagande de guerre. Alors, on retrouve toujours le même traficotage du vocabulaire, c'est-à-dire que l'évadé, le délinquant évadé, Redouane, est présenté comme un braqueur, ce qui est plutôt sympathique, comme le dit Elisabeth Lévy, ça renvoie au polar, etc. C'est pas seulement un braqueur, c'est quelqu'un qui a tué une policière, en l'occurrence une policière municipale, Aurélie Fouquet. Mais le présenter comme braqueur, c'est donner un côté un peu plus sympa, un type qu'en veut, mais enfin bon, après tout, il a du tempérament, quoi de plus. Cohn-Bendit parle des gens, des migrants, des envahisseurs qui quittent les côtes d'Afrique pour tenter de venir en Europe comme de réfugiés. Ce ne sont pas des réfugiés. Et réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le statut de réfugié. Là-dessus, il y aura peut-être quelques réfugiés. Encore le mérite-t-il, c'est une autre affaire, mais ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont essentiellement des migrants économiques que moi je préfère appeler envahisseurs. Mais M. Cohn-Bendit, il nous fait la subversion par le vocabulaire. Il est habitué, ça fait un demi-siècle que ça dure. C'est pour ça qu'il est toujours à la télévision d'ailleurs. Dernier point, le type de la 5 qui montre une belle infographie, il dit c'est du site réflexe, formidable, le site réflexe, sûrement un site neutre. En fait, c'est les enragés Antifa. Voilà, c'est ça la source de la 5, c'est-à-dire un site extrémiste. Alors c'est vrai que c'est un site extrémiste de gauche, donc il n'y a pas de problème pour dire du mal du camp d'en face. En fait, le nom du site s'appelle Réflexe Les Enragés. C'est le nom exact. Et le journaliste a fait exprès de supprimer ce qui suit Les Enragés. Voilà. Pour donner une impression de neutralité. Voilà. Et l'infographie a été certes reprise sur le site Les Réflexes, mais l'infographie vient du site de La Horde, qui est évidemment un site antifa extrêmement marqué politiquement. Bien sûr, bien sûr. Dernier élément, sur les femmes polonaises qui manifestent, on fait une information sur Euronews avec un happening de 10 à 15 personnes.
C'est ça le traitement de l'information, c'est-à-dire de puissantes manifestations dans un sens, on n'en parlera pas, et un happening de 10 à 15 personnes. Il suffit d'organiser, de réunir les personnes, de leur fournir les bonnes pancartes et de convoquer, parce que là c'est convoquer la presse conforme, et c'est parti. Jean-Yves, passons à la troisième partie, Gay Pride, le rose vous va si bien. Samedi 29 juin, certains Parisiens ont pu assister ou en tout cas voir défiler la Gay Pride à Paris. Les médias étaient en mode BA, en images. La Gay Pride a coloré Paris et une partie du monde. Idem sur Libération, marche des fiertés à Paris, s'amuser et continuer le combat. S'amuser certes, mais s'amuser avec les enfants, puisque Libération montre l'image d'enfants sur le char de l'association des parents gays et lesbiens. Toujours autour de cette Gay Pride, pendant à peu près tout le mois de juin, on a pu assister à un véritable happening du lobby LGBT avec la diffusion du Rainbow Flag, ce drapeau aux couleurs arc-en-ciel, à peu près partout dans Paris. On a eu évidemment cette polémique autour des passages piétons dans le Marais. On a eu aussi les sites d'information, enfin les panneaux d'information de la ville de Paris qui étaient aux couleurs du Rainbow Flag, mais évidemment, on a eu aussi le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, avec les couleurs du lobby LGBT. Ce week-end, c'est la Gay Pride, la marche des fiertés à Paris, on l'a déjà dit hier. Et à cette occasion, l'Assemblée nationale s'est aussi drapée des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est désormais chose faite, c'était annoncé dès hier. On voit la puissance de l'appareil de propagande LGBT relayé par un certain nombre d'autorités publiques qui sont soumises sous une pression, c'est-à-dire où ils cèdent, où le lobby LGBT essaye de leur faire la peau, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, nouveauté cette année, puisqu'un préfet défilait officiellement dans le carré de tête à la marche des fiertés, ou la Gay Pride, inimaginable il y a 40 ans, une réalité aujourd'hui. Mesurons le chemin effectué. Continuons le combat, c'est un tweet de Frédéric Potier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu l'idéologie officielle. Parce que si un préfet y va, c'est l'idéologie officielle. Alors, il n'est pas en uniforme, ce petit garçon, mais il y va quand même. Et alors, c'est pas n'importe qui, quand même. Le préfet d'Ilcra, il est rattaché directement au Premier ministre Édouard Philippe et il dirige la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Voilà. Et c'est l'homme qui s'est vanté d'avoir fait censurer par Facebook les comptes de génération identitaire. Voilà. Donc, il censure la nuit et il parade le jour. Occupation de l'espace public avec le Rainbow Flag, ce drapeau aux couleurs arc-en-ciel, mais aussi occupation de l'espace médiatique avec toujours une actualité, toujours tournée autour des lobbies LGBT. Quand je suis née, le médecin a vu que j'avais un pénis, donc il s'est dit tiens, c'est un homme, c'est un garçon. Sauf que n'ayant pas ce ressenti-là, je suis transgenre. Et ce qui est marquant dans le traitement médiatique de la Gay Pride, c'est que, évidemment, c'est extrêmement difficile de trouver la moindre critique à propos de ce défilé qui, quand on voit les photos, ça met réellement mal à l'aise. Alors, soyons prudents sur Twitter, il y a eu énormément de photos qui ont été diffusées qui ne correspondent pas à la Gay Pride, non seulement de Paris, mais aussi la Gay Pride de cette année. Reste que, on a pu observer. Et chaque année, on peut voir quand même des photos qui mettent réellement mal à l'aise. Seul un média, c'est le seul média que j'ai trouvé qui a évoqué ça. La Gay Pride renforce la haine. Ils sont gays et contre la marche des fiertés. Notre sexualité est un détail de notre personnalité. Elle ne doit donc pas conditionner toute notre façon de vivre. C'est un recueil de témoignages diffusé sur le site de l'Obs. Voilà, un bon point pour l'Observateur. Alors moi, je vais vous donner une explication. Pourquoi personne ne critique la Gay Pride? Parce que ça n'est pas permis. Ça n'est pas permis. L'an dernier, TV Liberté avait produit ses propres images sur la Gay Pride, qui n'étaient pas forcément toutes valorisantes pour les gens qui manifestaient, mais c'était des images de terrain. Ça a valu une critique vigoureuse, un ban, je crois, à l'époque de YouTube,
parce qu'il y avait des gens qui avaient protesté puisque le reportage n'était pas ouvertement favorable. Donc tout le monde, si j'ose dire, met le petit doigt sur la couture du pantalon quand il s'agit de traiter de la Gay Pride, parce que tout le monde a peur de la censure. Voilà, on est là dans un régime totalitaire où tout le monde doit trouver ça formidable. Alors qu'il y a des gens qui trouvent ça formidable, pourquoi pas ? Mais qu'on laisse s'exprimer ceux qui trouvent ça plus critiquable. Voilà, ça s'appelle la liberté d'expression. Mais apparemment, c'est quelque chose qui a de plus en plus de mal à être compris aujourd'hui. Autre polémique aussi cette année, c'était le comité Stop au Pinkwashing avec la Gay Pride de 2018. Alors ce comité, on va expliquer ce qu'il y a derrière ce mot Stop au Pinkwashing. Ce comité voulait ouvrir la marche des fiertés, mais uniquement avec des personnes queer, trans et racisées et en non-mixité. Alors, évidemment, ce sont des critères qui sont raciaux, on sait très bien ce que ça veut dire, racisé, non-mixité, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent des personnes non blanches. Oui. Non blanches. Les races existent, alors. Et alors, Jean-Yves, malheureusement, on avance un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce mot pinkwashing? Alors, pinkwashing, c'est laver plus rose, c'est-à-dire un certain nombre d'institutions ou d'entreprises qui reprennent à leur compte les mots d'ordre du lobby LGBT pour se faire bien voir. Voilà. C'est au fond de l'opportunisme médiatique, de l'opportunisme en termes de communication. On présume que le lobby LGBT est puissant, qu'il est puissant dans les médias, qu'il est puissant dans la diffusion des images, et on fait des gestes en sa direction, on prétend être en conformité avec ce que demande le lobby LGBT, on leur donne un peu de sous par-ci par-là, voilà, c'est ça le pinkwashing, comment on lave plus rose. Pour des raisons de communication, on se coule dans les exigences, ou on fait semblant de se couler dans les exigences du lobby LGBT. Alors, puissance justement du lobby LGBT, puissance notamment à travers les sponsors, parce qu'on l'a vu, la mairie de Paris s'est drapée aux couleurs du Rainbow Flag, et puis évidemment, au moment de la marche des fiertés, on avait énormément d'entreprises privées qui soutenaient financièrement la marche des fiertés. Alors, dans ces entreprises, Jean-Yves, on peut compter de très très grosses, même du public d'ailleurs, accessoirement. On trouve Accenture, qui est un gros cabinet de conseil, on trouve Airbus, on trouve les assurances Allianz, on trouve Areva, on trouve les PAD Baria, on trouve BNP Paribas. C'est quand même extraordinaire, leur boulot c'est de faire des prêts, c'est de financer des investissements, mais ils se vantent de financer plein d'opérations LGBT. On trouve Casino, on trouve Carrefour, on trouve EDF, on trouve IBM, on trouve vraiment Sodexo. De tout, en fait, donc bref, on peut vraiment de tout. On peut pas chauffer, on peut pas manger, on peut pas aller à la banque, on peut pas s'assurer, on peut pas prendre de l'essence. Il y a Total aussi, Veolia, Vinci, voilà, tous ces gens-là financent un lobby. Alors, ils sont d'ailleurs critiqués quand même par le lobby parce qu'ils considèrent qu'ils ont signé une charte, la charte LGBT, sans tout à fait respecter ses exigences. Voilà. Donc, ils en font, mais pas assez, selon les plus activistes du lobby LGBT. En tout cas, toutes ces entreprises feraient du pinkwashing. Et cette notion qui est émergente aussi bien dans ce lobby LGBT que dans les médias, on retrouve ce terme qui revient. Alors, Atlantico, tension au sein de la Gay Pride, les militants de la marche des fiertés se déchirent sur le pinkwashing et la priorité des luttes. Alors, ce mot-là, on l'avait aussi vu la semaine dernière dans le numéro des médias, puisque c'était le média qatari, AJ+, qui reprochait à Israël de faire du pinkwashing. Organiser des gay pride, financer des films d'auteurs LGBTQI+, ou du porno gay, et vendre ses plages et même son armée comme gay-friendly, tout en s'appelant Israël, ça s'appelle du pinkwashing. Et c'est de plus en plus critique. Oui, encore une fois, c'est l'utilisation à des fins de communication d'un groupe qu'on pense puissant. Mais là, on a parlé du pinkwashing, c'est laver plus rose, mais il y a aussi le greenwashing, laver plus vert. Les entreprises qui font semblant de faire de l'écologie pour se faire bien voir. C'est un peu le même esprit, quoi. Voilà. Un terme et une critique que l'on retrouve aussi sur le média pour les jeunes, Néon interview comment Israël a utilisé le pinkwashing pour attirer les gays et changer son image. Et alors justement, toujours ce terme pinkwashing, c'est le site Arrêt sur Image qui a tenté de faire une émission le week-end dernier à ce propos-là.
Eh bien, vous allez voir, ça s'est pas du tout passé comme Daniel Schneiderman, journaliste pour Arrêt sur Image, l'avait imaginé. Non mais moi je suis si... Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. Jean-Yves, vous vous déclarez comme binaire ou non-binaire? Bah écoutez, moi j'ai tendance à penser que la vie privée relève de la vie privée et qu'il n'y a pas forcément à faire étalage de ce qu'on est sur ces plans-là. Bon, enfin ceci étant, je pense être plutôt binaire, Hervé, oui. Ce garçon... Ah pardon, oui, enfin... Il se définit sur Facebook comme un homme. Il se définit sur Facebook comme un homme. Bon, alors il faudrait savoir, il est à la fois dans le déni du réel et dans l'hyper-narcissisme. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut se définir comme il veut, indépendamment de ce qu'il est par la naissance et par la culture qu'il a reçue. C'est tout à fait étonnant. Cette séquence a fait énormément de buzz pendant le week-end et Daniel Schneiderman a été obligé de revenir sur cette séquence. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait, les bisexuels, les pansexuels, les transsexuels, les non-binaires? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour s'attirer tant de haine, tant de sarcasme? Daniel Schneiderman relève le fait que le buzz est parti de la fachosphère, comme il l'appelle, avec notamment F de souche, éléments, etc. Il critique évidemment cette reprise, tout en notant à la fin, dans une espèce de papier mi-figue, mi-raisin, que Arnaud Gauthier-Fawaz, donc cette personne qui se déclare comme non-binaire, mais homme sur Facebook, voilà, court bien moins de risques de se faire harceler dans la rue que s'il était une femme. Il court bien moins de risques de se faire contrôler au faciès que si sa peau était plus sombre. Oui, alors si ce monsieur était à Aubervilliers, contrairement à ce que pense monsieur Schneiderman, on ne contrôle pas au faciès à Aubervilliers. À Aubervilliers, on contrôle les gens qui sont là. Donc c'est plutôt des Africains ou des Maghrébins et pas... des Blancs comme ce monsieur, même s'il ne dit qu'il ne l'est pas. Et s'il était au Aubervilliers, il aurait probablement des problèmes, pas avec la police, mais avec la population locale qui apprécierait sans doute pas les expressions qu'il peut prendre. Jean-Yves, passons au tweet d'immédiat. Bon, bah, deux, trois petits commentaires. Les décodeurs du Monde se sont quand même illustrés en qualifiant l'attentat qui a conduit à la mort de 2 jeunes filles à Marseille de faits divers. Alors, ils ont été allumés, c'est assez intéressant, par Louis Ossalter, qui est un journaliste à Marianne, qui a allumé ses bons confrères pour tout de même ce propos assez déplacé de la part de décodeurs qui devraient quand même chercher l'exactitude dans les mots. Très intéressant à voir le site, le Facebook de Pierre Sautarel qui a été censuré parce qu'il avait simplement dit qu'au Danemark,
10 viols de rue sur 12, d'après les statistiques officielles, étaient le fait de gens issus de l'immigration. Donc il a été censuré pour simplement la description, le rappel d'un fait réel. La censure, elle est là pour interdire les faits. De même qu'il y a eu beaucoup de buzz sur une photo qui a circulé à l'occasion de l'entrée de Simone et d'Antoine Veil au Panthéon, qui était la photo où on voit Simone et Antoine Veil avec des drapeaux de la Manif pour tous. Ça a beaucoup choqué les défenseurs, certains défenseurs de Simone et Antoine Veil qui ont expliqué qu'il y avait une manipulation et autres. Non, ils étaient descendus de chez eux et ils avaient pris les drapeaux, donc ils avaient apporté, fût-ce ponctuellement, leur soutien à la Manif pour tous. Et d'ailleurs, à l'époque, la famille s'en était expliquée, avait expliqué le sens et les limites du geste. Donc, ceux qui ont repris la photo n'ont pas désinformé, ils ont donné un aspect de la réalité qui déplaisait peut-être au politiquement correct, mais qui était quand même un aspect de la réalité. Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie. RT dans le viseur du CSA et de la loi sur les fake news. Russia Today France dans le viseur du CSA. Russia Today, c'est l'antenne de la chaîne d'information qui vient de Russie. Sauf que depuis le jeudi 28 juin, eh bien, le CSA l'a dans le viseur. On savait déjà depuis très longtemps que le CSA surveillait de manière méthodique ce média, soupçonné de connivence avec le pouvoir russe et donc forcément de mauvais traitement de l'information. Alors, il a effectivement de la connivence avec le pouvoir russe, puisque c'est une chaîne quasi officielle russe, comme il y a d'ailleurs des chaînes françaises. France 24 est aussi une chaîne où tout simplement France 2 sont des chaînes françaises dépendantes du pouvoir français. C'est pareil. Donc depuis le 28 juin, le CSA a mis en demeure la chaîne RT France. Les médias en ont pas mal parlé, évidemment. Notamment Le Point, reportage sur la Syrie, RT France, averti par le CSA. Que s'est-il passé ? Eh bien, au moment du gazage en Syrie, eh bien, RT a diffusé un témoignage dans un reportage où la traduction orale des propos tenus par un témoin syrien ne correspondait en rien à ce qu'il exprimait à l'antenne. Dans Challenge, eh bien, RT France s'inquiète pour son avenir. Et la patronne déclare que le gouvernement essaye de faire peur au public français pour censurer un média qui ne respecte pas l'opinion dominante sur certains sujets, comme la guerre en Syrie. Hasard du calendrier, je ne pense pas, puisque la réponse immédiate d'ailleurs de la Russie à cette sanction du CSA, eh ben, ça a été à peu près la même sanction, mais sur la chaîne France 24. La chaîne France 24 accusée par le CSA russe d'infraction à la loi sur les médias. Eh bien, le CSA russe déclare que, en gros, il y a des avoirs étrangers dans le média France 24, et ce qui est une infraction à la loi sur les médias russes. Et pour terminer, c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, c'est la réponse du berger à la bergère. En tout cas, j'espère par contre que les reproches du CSA russe sont fondés, parce que ça serait un espèce de déséquilibre, en tout cas, dans les sanctions. Reste que... Alors, 2 points avant d'avancer sur la loi sur les fake news, c'est la question de la représentation aussi dans les médias, la représentation des différents points de vue. Le CSA fait ce reproche à RT France. Et que peut-on dire justement sur ce point-là ? Parce que la représentation, eh bien, c'est pas toujours possible. Moi, c'est le sentiment que j'en ai. Je pense, alors vraiment, s'agissant de la guerre en Syrie, c'est indispensable qu'il y ait les 2 points de vue entendus. C'est normal qu'on entende le point de vue américain, le point de vue israélien, le point de vue des djihadistes. C'est normal qu'on entende le point de vue des djihadistes anti-Assad. Mais c'est aussi normal qu'on entende le point de vue du gouvernement syrien et du gouvernement russe. On ne peut se faire une opinion qu'en ayant les 2 points de vue. Alors il faut bien reconnaître que les médias russes donnent plutôt le point de vue syrien et le point de vue russe, bon, très bien, mais les médias français, ils donnent plutôt le point de vue des adversaires d'Assad, et même exclusivement le point de vue des adversaires d'Assad. Donc il n'y a diversité que parce qu'il y a différents médias. Et c'est vrai qu'aucun des médias n'est tout à fait équilibré. C'est vrai que Russia Today n'est peut-être pas très équilibré, mais
ils ne sont pas davantage déséquilibrés que France 2, TF1, France 24 et que sais-je encore. Simplement, ce n'est pas le même déséquilibre. Et c'est précisément le fait qu'il y ait un déséquilibre d'un côté qui nécessite qu'il y ait une pluralité de médias. Et enfin, ça faisait depuis pas mal de temps qu'on en parlait, au moins 6 mois, c'est la loi sur les fake news qui a fini par être adoptée en Assemblée nationale. Et alors là, c'est fait marquant, eh bien Françoise Nyssen, qui était le ministre qui a porté en fait ce projet de loi, eh bien tout bonnement, au moment des débats, a désigné clairement le média russe Russia Today. Et le CSA a très récemment mis en demeure la chaîne RT France pour un reportage sur l'utilisation d'armes chimiques dans la région syrienne de la Ghouta orientale, qui méconnaissait les exigences de rigueur et d'honnêteté dans le traitement de l'information. Obligation qui s'impose à toutes les chaînes de télévision, quelle que soit leur nationalité, et le juge pourra évidemment intervenir après. Écoutez Hervé, moi je propose Françoise Nyssen pour le prix de l'humour politique. Parce que dire qu'il doit y avoir une exigence de rigueur et d'impartialité des chaînes de TV quand on est à la tête de toutes les chaînes publiques françaises et qu'on voit l'absence de rigueur et d'impartialité de ces chaînes, chapeau. Vraiment, le prix de l'humour politique pour Françoise Nyssen. Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Vous avez forcément un coup de chapeau à rendre. Bah forcément, pas toujours, mais en voici un. C'est un petit magazine qu'on trouve dans tous les kiosques, qui s'appelle, c'est les Contes, hein, c'est la collection Contes, et le dernier numéro est consacré aux chevaliers de la table ronde, la légende du roi Arthur. Et on voit quand même une belle présentation, courage, noblesse, honneur, de Camelot à Avalon, une histoire qui fascine depuis plus de 800 ans. Voilà, c'est en kiosque, c'est assez agréablement illustré, notamment avec pas mal d'illustrations du 19e siècle. C'est agréable à lire, c'est agréable à regarder. Et c'est facile à trouver. Oui, c'est une légende qui est légèrement écornée, Jean-Yves. Oui, pardon, mais elle garde toute sa valeur quand même. Voilà. Chers amis, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et forcément, comme vous ne pouvez plus commenter sur Dailymotion, eh bien, je vous recommande de nous contacter par mail, nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Et puis forcément aussi, de continuer à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves. Eh bien, on est en train de vaincre la censure parce que le nombre de vues sur nos émissions remonte de manière très, très importante, mais il faut continuer à nous aider à vaincre la censure, continuer à recommander à vos amis d'aller sur le site tvliberté.com, à s'abonner à la newsletter, à relayer par courriel les liens sur notre émission. Il faut absolument qu'on retrouve très vite les chiffres que nous avions avant la censure pour repartir en avant. Mais il n'y a que vous qui pouviez le faire. Sachez en tout cas qu'on regrette beaucoup de ne plus avoir les commentaires, parce que pour nous c'était éclairant. Ça permettait parfois de corriger des petites erreurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à écrire à Immédiat pour qu'on retrouve un petit peu le contact direct avec vous, avec les internautes, sans lesquels nous n'existerions pas.